Nous abordons aujourd'hui une leçon que j'intitulerai « Sources et méthodes de l'histoire médiévale et de l'histoire moderne ». Autrement dit, il s'agit d'un cours qui porte sur l'heuristique et sur la méthodologie. Vous avez compris que l'heuristique, c'est l'étude et la recherche des sources. Vous savez que le problème des sources, des documents, est essentiel en histoire, puisqu'on peut faire de l'histoire qu'à partir de documents. Je vais essayer de lister, en faisant une typologie sommaire, l'essentiel des sources du Moyen-Âge et des temps modernes. Alors, tout d'abord, pour le Moyen-Âge, vous savez qu'il y a des sources dites officielles, des sources dites narratives, et il s'agit de distinguer un certain nombre de documents qui peuvent être utilisés dans le cadre de l'enseignement secondaire dans les 3 premières années. Donc, pour des élèves entre 12 et 15 ans, grosso modo. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais il s'agit chaque fois que l'on a un document de bien repérer de quel type de source il s'agit, parce que ça conditionne évidemment souvent l'usage qui peut en être fait d'un point de vue critique. Alors, je commence tout d'abord avec les sources dites historiques au sens strict du terme, à savoir les annales, les chroniques, les histoires, les généalogies. Alors, de quoi s'agit-il? Les chroniques et les histoires sont des récits sur les événements eux-mêmes, écrits par des historiens contemporains ou qui écrivent après 50, après 100 ans, sur l'histoire d'une abbaye, l'histoire d'un comté éventuellement, voire qui se mettent à écrire sur l'histoire universelle. Les annales, elles, ont un projet beaucoup plus modeste, puisque les annales étudient les événements année après année, les unes derrière les autres. Il s'agit simplement de mentionner, dans ce cas-là, des événements qui relèvent souvent de phénomènes naturels, mais phénomènes souvent exceptionnels, tempêtes, diminution importante des températures, mauvaise vendange, mauvaise moisson, épidémie. Autrement dit, ce sont des phénomènes qui sont très intéressants pour l'historien. Enfin, il reste les généalogies. Alors les généalogies, vous imaginez bien qu'elles relèvent, plutôt proviennent des élites de la société. Elles sont élaborées pour des milieux aristocratiques, voire princiers, voire royaux. Et ces généalogies, non seulement permettent de fixer des chronologies, mais permettent également, et ça se fait maintenant depuis quelques dizaines d'années, d'approfondir des aspects de type anthropologique, pour voir si les familles étaient nombreuses, si les familles connaissaient des mortalités importantes, avec quel lignage voisin ou lointain il s'agissait de s'associer afin de réunir la plupart du temps des patrimoines ou de former des alliances, dans le cas de mariages princiers ou royaux. Voilà, ça donc c'est le premier type de sources que l'on possède. Donc des sources, je dirais, historiques vers lesquelles on va dans un premier temps pour fixer le cadre, voire même pour connaître l'histoire des mentalités, comme je le signalais il y a quelques instants, pour savoir comment les événements étaient vécus, perçus à l'époque même. Ensuite, vous avez des documents officiels. Alors les documents officiels, ce sont des documents qui émanent d'autorités publiques et que jadis
qu'on appelait des diplômes. Donc à ne pas entendre dans le sens de documents qui certifient un cursus scolaire, mais les diplômes sont des actes publics qui, au sens restreint du terme, sont des actes émanant d'une autorité souveraine, l'empereur, le roi, le pape, mais la diplomatique, depuis maintenant une bonne cinquantaine d'années, s'est élargie à toute forme d'acte. Il est évident que des princes territoriaux qui, à partir du Xe siècle, et surtout au XIe, XIIe, XIIIe siècle, disposent de l'ensemble des pouvoirs régaliens, c'est-à-dire qu'ils frappent la monnaie, qu'ils rendent justice, ils ont une armée. Eh bien, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison de les exclure, justement, de la diplomatique, dans la mesure, qui est donc la science qui étudie les diplômes à l'origine, puisqu'ils sont revêtus de l'ensemble des signes de l'autorité, comment dirais-je, souveraine. Mais la diplomatique, donc l'étude des actes, s'est étendue depuis donc 40 ou 50 ans aux actes également privés et même à toute forme d'actes. L'objectif de la diplomatique, qui est donc une science auxiliaire de l'histoire, est d'étudier la forme des documents. Parce que les chancelleries, les notariats, une administration pontificale ou princière disposent de formulaires qui leur permettent de faire passer en contenu dans une forme préétablie. Et c'est cette forme préétablie de ces documents qui permet l'authentification des actes. Je rappelle ce que c'est qu'un document authentique. Un document authentique, c'est un document qui est validé par une autorité publique. Donc un document authentique peut être faux par son contenu. Quand l'autorité souveraine cherche à masquer, à mentir véritablement, par exemple quant à la propriété d'un bien ou à une donation, et parce qu'elle possède les marques de l'autorité publique, elle va s'imposer alors que son contenu ne correspond pas à la réalité. Donc, inversement, un acte peut ne pas être authentique et être vrai par son contenu. C'est justement le rôle de la diplomatique et de la critique historique de bien distinguer les deux phénomènes. Parmi les autres documents dont on se sert, il y a ce qu'on appelle les actes de la pratique. Alors les actes de la pratique, ce sont des documents qui, eux, ne sont pas revêtus de l'autorité, de signes de l'autorité publique, qui peuvent être des donations entre particuliers, par exemple, entre un particulier et une abbaye, il peut s'agir de vente, et il peut s'agir également de toute autre forme de document qui correspond à la pratique, justement, des gens. Il y a également des documents qui sont très utiles pour le haut Moyen-Âge et que l'on appelle les politiques. Les politiques, je vous en ai parlé, vous en souviendrez, ces politiques qui sont des inventaires de biens dressés par les intendants qui agissent pour le maître du domaine et qui décrivent les redevances qui sont dues par les différents menses
hein, c'est-à-dire ces parcelles de terre qui sont censées ne pouvoir nourrir qu'une seule famille. Mais il y a des historiens, des médiévistes, qui ont montré qu'il faut être très prudent, justement, quand on étudie les politiques, parce qu'il peut y avoir des mens qui sont réputés serviles, alors que les gens qui habitent et qui travaillent sur ces mens, eux, sont libres, et vice-versa. D'autant plus, il faut être très attentif aussi quant à l'utilisation de ces politiques sur le plan démographique. Il ne faut pas faire des extrapolations qui peuvent se révéler dangereuses. Outre cela, vous avez aussi les comptabilités. Comptabilité des abbayes d'abord, plus tard des comptabilités de personnes privées, en particulier à partir du XIIIe, XIVe siècle en Italie, en Flandre, à Bruges, à Caen, entre autres choses. Il y a les comptes des villes, bien entendu, très importants, les comptes des autorités comptables, ducales, princières, royales. Il y a aussi toujours pour le Haut Moyen-Âge des sources que l'on appelle des sources hagiographiques. Alors là, on rentre dans le domaine des sources littéraires, ce sont des sources religieuses. Il s'agit en fait de vie de saints. En fait, vous savez que la religion chrétienne imprègne la vie quotidienne au Moyen-Âge, au temps moderne également, et que pour édifier, c'est-à-dire pour instruire des populations très crédules, dans les abbayes, des moines étaient chargés de rédiger des vies, hein, de saints patrons d'une église, de patrons d'une abbaye, hein, en inventant souvent ces vies partiellement ou complètement. Et dans ces vies de saints du Haut Moyen-Âge, pour que les événements qui sont relatés concernant la vie du saint, il fallait que le contexte soit nécessairement vrai pour être cru, hein, par ceux qui liraient ces vies de saints ou qui les entendraient. Alors bien entendu, vous avez des tas d'autres sources religieuses que je ne vais pas citer ici dans le détail. Sachez quand même que pour les temps modernes, à partir de la première moitié du XVIe siècle en France et la deuxième moitié du XVIe siècle à la suite du Concile de Trente, hein, qui est le Concile de la Contre-Réforme, qui se termine en 1564, les curés sont chargés de tenir un registre des baptêmes, des mariages et des décès. Ils ne seront remplacés dans nos régions qu'à la fin du régime autrichien, je crois que c'est en 1784, je crois que l'état civil est créé dans nos régions, et en France, une dizaine d'années plus tard, au moment de la Révolution française. Autrement dit, si vous faites de l'histoire de votre famille ou de l'histoire démographique d'une manière plus générale, vous devrez avoir recours aux registres paroissiaux pour les XVIIe et XVIIIe siècles et au registre d'état civil, évidemment, pour le XIXe et le XXe siècle. Alors, je ne vais pas citer tous les types de sources qui existent, mais vous pensez bien qu'à côté des sources historiques, au sens strict, historiennes, je dirais même, à côté des sources juridiques, j'en ai cité quelques-unes, mais elles sont très nombreuses. Il y a bien sûr les sources littéraires. J'ai cité les sources hagiographiques qui sont des sources littéraires religieuses, mais vous avez bien entendu des sources littéraires profanes. Hein, à partir du XIe, XIIe siècle, vous avez également une littérature profane. Hein, pensez aux différents romans d'Arros, à la chanson de Roland, les chansons de Geste, aux fabliaux, au théâtre également pour le bas Moyen-Âge, qui nous informent tout à fait précisément. Quant pour la période des temps modernes, là, vous savez qu'on a des sources très nombreuses, et je vous les ai montrées à l'occasion des différents cours que j'ai pu vous donner sur les temps modernes.
Voilà. Alors, voilà pour les sources. Maintenant, je passe au deuxième pan de mon exposé, c'est-à-dire les méthodes. En gros, jusqu'à l'entre-deux-guerres, ce qui dominait, c'était l'histoire politique et militaire, de ce qu'on va appeler plus tard, d'une manière péjorative, l'histoire événementielle. Autrement dit, une histoire qui vise essentiellement à restituer les événements dans leur contexte, à les expliquer, mais dans un cadre strictement politique et militaire. Et à partir des années 1930, en particulier grâce à l'action de deux grands historiens français, Marc Bloch, qui était médiéviste, et Lucien Febvre, qui était un moderniste, spécialiste du XVIe siècle, à partir de 1929, donc, on va s'intéresser de plus en plus à l'histoire économique et sociale d'abord, à l'histoire des mentalités ensuite. Ceci dit, on pratiquait déjà l'histoire économique et sociale en Allemagne, en particulier, et même en Belgique, je pense aux travaux d'Henri Pirel. Toutefois, ce grand élan ne commence vraiment que dans les années 30, et alors, après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque cette école des Annales va connaître un remarquable retentissement avec les élèves, les disciples des deux fondateurs, en France en particulier avec Fernand Braudel, et puis alors toute l'école des Annales, avec Jacques Le Goff, Emmanuel Leroy-Ladurie, entre autres choses, et entre autres grands historiens français. Alors, les méthodes qui vont être utilisées à partir des années 50 et des années 60 sont très nombreuses. Je dirais que l'histoire, à ce moment-là, va se frotter à l'ensemble des sciences humaines, à la sociologie, à l'anthropologie, à la psychologie, à l'économie. Autrement dit, l'histoire va faire, comment dirais-je, son bien de tout ce qui est humain d'une manière générale. L'histoire, la science historique va utiliser, en les adaptant bien entendu, parce que ce n'est pas toujours facile, les méthodes de ces sciences humaines pour pouvoir reconstituer, dans la mesure du possible, le passé des êtres humains, des sociétés anciennes. Je ne vous parlerai pas ici de la préhistoire et l'Antiquité, ce sera l'objet d'un autre cours, je vous l'ai déjà dit, mais pour le Moyen-Âge et les temps modernes, il y a certainement l'histoire économique et sociale, en particulier dans les années 1950, grâce à Georges Duby, qui va publier un livre important sur la vie des campagnes dans l'Occident médiéval. Pour l'époque moderne, et le XVIIe siècle en particulier, on va commencer à travailler sur la démographie, sur l'évolution des populations il y a déjà 3 ou 4 siècles. Je pense en particulier à Pierre Goubert qui travaille sur le Beauvaisis à cette époque-là, à l'époque de Louis XIV. Vous avez déjà eu dans le domaine de l'économie au XVIIIe siècle quelqu'un comme Ernest Labrousse, qui en 1933 publie un ouvrage essentiel sur les crises au XVIIIe siècle, les crises agraires en particulier, et les problèmes de la conjoncture avant la Révolution française. Et alors, dans les années 60, vous avez une véritable explosion, tous azimuts, vers l'anthropologie, vers la sociologie, vers, je dirais, toutes les disciplines possibles, y compris même la psychanalyse. Je vous montrerai quelques ouvrages dans ce sens tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer un certain nombre d'ouvrages que je vais commenter. Donc, vous remarquerez que ce cours est essentiel
essentiellement un cours de bibliographie, hein, qui est destiné à préciser un certain nombre, je dirais, de termes liés aux sciences dites auxiliaires de l'histoire. Alors, tout d'abord, lorsque vous abordez un sujet d'histoire médiévale ou d'histoire moderne et contemporaine, vous pouvez encore vous fier, alors non pas pour la bibliographie récente, parce que ces ouvrages sont complètement dépassés, puisqu'ils ont près de 40 ans tous les deux, mais pour les problématiques, vous pouvez encore vous baser, et pour les ouvrages, je dirais, les grandes collections de documents, les éditions de textes, vous pouvez encore vous fier aux deux petits ouvrages que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, le guide de l'étudiant en histoire médiévale, dû à Marcel Pacaud, c'est un spécialiste d'histoire religieuse, et d'autre part, le guide de l'étudiant en histoire moderne et contemporaine, de Guiral, Pilorget et Agulon, ces deux ouvrages ayant paru aux presses universitaires de France. Je le répète, vous n'avez pas la bibliographie récente, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ces ouvrages ont près de 40 ans maintenant, mais ils posent un certain nombre de problèmes et ils expliquent la démarche, hein, qui doit être suivie par un étudiant lorsqu'il commence un travail de recherche. Alors, je vous ai parlé tout d'abord, dans un premier temps, des sources du Moyen-Âge. Alors, quelques ouvrages qu'il convient de connaître. Alors, tout d'abord, d'Olivier Guyot-Janin, Les sources de l'histoire médiévale, en livre de poche. Alors, cet auteur est professeur au collège à l'école des Chartes, à Paris. Vous savez, c'est ce bâtiment qui se trouve à gauche de l'université de Paris 4, place de la Sorbonne, et qui forme des archivistes paléographes, et lui-même enseigne la paléographie et surtout la diplomatique. Alors, je vous lis quelques éléments. Non, excusez-moi, la diplomatique et l'archivistique. Alors, quelques éléments, enfin des titres de chapitres, data des matières, monuments, documents et sources, sources écrites, les conditions de la production, sources écrites, les contextes de l'élaboration. Alors, on vous explique la typologie des sources du Moyen-Âge, ensuite sources figurées, images et signes, et enfin les sources archéologiques. Voilà, ouvrage essentiel, d'autant plus il ne coûte pas cher, ça vaut peut-être la peine de se le procurer. Alors, chez Brepols, c'est un éditeur belge, mais qui publie d'excellentes choses concernant l'époque médiévale, en particulier la typologie des sources du Moyen-Âge, qui doit dépasser plus de 80 volumes certainement maintenant, dans la série L'Atelier du médiéviste, source de l'histoire économique et sociale du Moyen-Âge occidental de Robert Fossier, décédé maintenant, il enseignait à la Sorbonne. Vous avez de très nombreux textes dans ce volume qui peuvent, le cas échéant, vous servir pour préparer vos leçons dans vos classes. Alors, sur les sources historiques, vous vous souvenez, les annales, les chroniques, les historiens, les généalogies, je vous renvoie au petit ouvrage d'un historien ecclésiastique canadien, Benoît Lacroix, l'historien au Moyen-Âge. J'aurais pu vous apporter aussi, ça m'a échappé, c'est d'autant plus étonné qu'il fut mon maître, à la Sorbonne, le livre de Bernard Guéné sur l'historiographie médiévale paru chez Aubier. Alors, pour ceux qui connaissent l'espagnol, d'Emilio Mitre Fernandez, historiographie et mentalité historique dans l'Europe médiévale. Alors là, cet auteur vous montre en quoi les chroniques, les histoires au Moyen-Âge sont révélatrices justement de la mentalité des populations, en tout cas des élites de cette époque-là. Pour ceux qui se lanceraient dans le cadre de leurs travaux de fin d'études sur des sujets d'histoire médiévale ou moderne, bien que vous n'ayez pas vraiment les outils, vous, pour travailler en tout cas sur le Moyen-Âge, parce qu'il y a des problèmes linguistiques et des problèmes assez spécifiques dans le traitement des sources, je vous renvoie à l'ouvrage d'Arnould Bruet, Dont, Rousseau et Vergotteren, Les travaux d'histoire locale, conseil aux auteurs, paru en 1962 par l'ancêtre de Dexia, donc c'était le Crédit communal à l'époque.
Sur les archives, un livre qui vous donnera vraiment le goût de l'archive. Il est écrit par Arlette Farge. C'est un ouvrage très bien écrit, qui relate le rapport que l'historien peut avoir à l'archive, justement, paru au Seuil. Alors, paru en 1958, édité par la Direction des Archives de France, une table ronde utile à l'histoire. Ça concerne l'utilisation des archives. Pour la Belgique, Archives contemporaines et des points intermédiaires par Carlos Weifels, publié par les Archives générales du Royaume en 1972. Un ouvrage français, La recherche historique en archives, 16e, 17e, 18e siècle, sous la direction de Del Salle. Alors, je vous lis quelques éléments de cet ouvrage que je vous conseille vivement, vraiment vivement. Alors, la première partie concerne les services d'archives, la deuxième partie, les fonds d'archives. Évidemment, c'est franco-français, c'est franchouillard pour les deux premières parties. Mais la troisième partie vous intéresse, ici en Belgique aussi, puisqu'il s'agit des types d'actes et de documents. On vous explique par le menu ce que c'est qu'un parchemin, ce que c'est que des chartes, un édit, des affiches, des placards. Effectivement, les édits étaient placardés au XVIe siècle chez nous. Vous vous souvenez des édits, les placards de Charles Quint et de Philippe II contre les protestants. On vous explique également, il y a tout un chapitre sur les grandes enquêtes, les documents statistiques, les recensements, les documents fiscaux, du censier au cadastre. Il faut savoir que, par exemple, au Moyen-Âge, à partir du XIVe siècle, au XVe et au XVIe siècle, il y a ce qu'on appelle des dénombrements de feux. Alors, le dénombrement de feux, ce sont en fait des enquêtes qui ne sont pas des enquêtes statistiques, mais qui permettent de recenser tous les foyers qui servent de base à l'imposition. Mais ces sources peuvent être utilisées, c'était le cas des dénombrements de feux en Hainaut, par celui qui fut mon maître à l'université, Maurice Saint-Noul, pour le Hainaut. Et donc, il a pu faire de l'histoire démographique du XIVe au XVIe siècle. C'était fait pour d'autres régions en Belgique également. Voilà. Alors, je vous ai parlé de Censier. Alors, un Censier, c'est un recueil dans lequel se trouvent les montants de ce que doivent tous ceux qui doivent le cens, les paysans, parcelle par parcelle. Le cadastre, vous savez ce que c'est, je ne dois pas vous expliquer. Les documents de comptabilité, actes notariés, documents de police et de justice, les registres paroissiaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, pour chacun des chapitres, vous avez un glossaire qui est très très bien fait. Vous voyez, je prends par exemple page 150, les types d'actes. Vous avez la définition de ce que c'est qu'un incensement, une ammodiation, arpentage, association, aveu, bail, cautionnement, compromis, curatelle, délibération, devis, donation, fondation, inventaire après décès, legs, mariage, obligation, partage, prisée, procuration, rente constituée, saisie, saisine, testament, transaction, tutelle et vente. Et pour chacun des chapitres, vous avez donc une description comme ça de tous les types de documents et de termes qui peuvent intervenir pour, dans les inventaires d'archives qui seraient utiles justement, qui seront indubitablement utiles pour faire vos recherches. Donc je vous remonte cet ouvrage, La recherche historique en archives. Alors, un ouvrage qui date de 1961, il a été réédité en 1973 dans l'édition de la Pléiade, L'histoire et ses méthodes, dirigé par Charles Samaran. Vous savez que les éditions de la Pléiade coûtent assez cher, c'est du papier Bible, donc ce n'est pas l'idéal pour pouvoir travailler dessus, parce que moi quand je travaille, j'aime bien annoter dans les marges ce que je lis avec un crayon, et là je peux vous dire qu'avec le papier Bible, ça ne marche pas. C'est un ouvrage qui est ancien, mais qui vous explique, et à l'époque c'était vraiment les plus grands spécialistes qui ont écrit sur la question, ce que c'est que la diplomatique, ce que c'est que la sigillographie, ce que c'est que l'héraldique, ce que c'est que la démographie, ce que c'est que l'usage, on veut faire des statistiques à l'époque pré-industrielle, ce que c'est, alors pour les époques encore plus anciennes, ce que c'est que l'épigraphie, l'étude des inscriptions anciennes sur
que ce soit en Grèce, à Rome ou même en Égypte en particulier. Voilà, donc ouvrage tout à fait remarquable, même s'il a près de 50 ans maintenant. Moi je le conseillerais encore, parce qu'à mes yeux il n'a pas été remplacé sous cette forme-là. Un ouvrage dans la collection U de Robert Delors, Introduction aux sciences auxiliaires de l'histoire. Alors dans cet ouvrage, vous avez entre autres une réimpression des tables du manuel de diplomatique de Géry, d'Arthur Géry, qui vous permettent qui mettent en parallèle justement les dates du début de l'année, les dates des indictions. Alors les indictions, c'est un système de calcul qui remonte en fait à Caracalla, si mes souvenirs sont bons, donc au IIIe siècle de notre ère, et qui système où l'on revoyait en fait les impositions tous les 15 ans. Donc ça veut dire qu'il y a 15 années à l'intérieur d'une indiction. Et lorsque des historiens veulent vérifier une date, ils vérifient si la date du règne de tel empereur qui correspond, d'après l'acte, à la telle année de la nativité et à la 6e indiction, pour voir si tout cela coïncide bien. C'est donc à partir des tables de Géry que l'on peut vérifier tout ça. Il faut savoir aussi qu'au Moyen-Âge, l'année pouvait commencer à des moments différents. Il faut se dire que à l'époque des Valois, c'est-à-dire jusque dans les années 1564, si mes souvenirs sont bons, le style qui prévalait à la chancellerie royale, c'est le style de Pâques, depuis le XIe siècle, donc depuis Henri Ier, Robert Ier. Donc ça veut dire que du XIe siècle au XVIe siècle, l'année commençait à Pâques. C'était le premier mois d'année. Or, vous savez que Pâques est une fête mobile, donc ça bouge chaque année, c'est lié aux lunaisons, et donc il faut le savoir. Donc quand vous dites par exemple, on est en 1328, alors si vous êtes au mois de février 1328, il faut savoir effectivement si c'est le style de la nativité, c'est-à-dire l'année commence le 25 décembre, ou si c'est le style de Pâques. Parce que si vous êtes au mois de février, évidemment, il y a une modification d'un an. Oui, ça change tout. Ça change tout. Alors il y a un troisième style, qui est le style, il y a aussi le style de l'Annonciation. L'Annonciation, elle, vous savez que c'est le 25 mars, c'est logique, c'est 9 mois avant la Noël, l'Annonciation, c'est quand l'archange Gabriel vient annoncer à Marie qu'elle porte un enfant, le Fils de Dieu. Et alors, il y a évidemment le style que nous pratiquons et qui sera pratiqué seulement en France à partir de 1564, je crois, à partir des Valois, enfin des Valois tardifs, c'est le style du 1er janvier. C'est le style que nous utilisons à l'heure actuelle. Il faut savoir en plus qu'on a changé de calendrier, on est passé du calendrier julien au calendrier grégorien en 1582 à l'époque de Grégoire XIII, puisqu'avant on utilisait le calendrier julien, qui avait déjà dans son système les années bissextiles, c'est-à-dire qu'une année sur 4, vous savez qu'on récupère un jour au mois de février. Il y a le 29 février, qui est 3 années qui suivent ou qui précèdent, il y en a 28, mais à partir avec le calendrier grégorien, à partir de 1582, on a réinjecté, je dirais, certains jours de telle manière que l'année du calendrier correspond le plus possible au calendrier astronomique et de 365 jours, 6 heures et vous savez, X minutes et X secondes. Voilà. C'est ce qui explique que dans le calendrier liturgique orthodoxe, il y a toujours une différence de plus ou moins 13 jours, je crois, avec le calendrier usuel chrétien, qui est celui que nous utilisons. Voilà. Donc je vous conseille cet ouvrage, pas seulement pour les calendriers et la chronologie, mais aussi parce qu'on vous explique ce que c'est que la photographie aérienne. Vous savez qu'avec la photographie aérienne, vous parvenez à détecter en fait des sous-bassements de bâtiments qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Simplement, lorsque la lumière du soleil est rasante très tôt le matin, au moment du coucher du soleil, au moment à l'aube ou au crépuscule, le soleil va porter, on va voir des ombres qui paraîtront évidemment beaucoup plus longues si le soleil est très bas, et donc on va voir apparaître, par exemple dans un champ de blé, on va voir apparaître une différence dans la hauteur des épis de blé
quand par exemple il y a des ruines d'une ancienne villa romaine, par exemple. Hein. Et donc, quand il y a des pierres, par exemple à 50 cm ou à 60 cm sous le sol, eh bien, l'herbe ne va pas pousser de la même manière. Et donc, on va voir se dégager des structures. Donc, la photographie aérienne est très importante. On vous explique également des éléments d'histoire naturelle. Également, vous savez qu'il y a des archéologues qui s'intéressent à la podologie, c'est-à-dire à l'étude des sols, à l'anthracologie, c'est-à-dire à l'étude des charbons, à la palynologie, c'est-à-dire à l'étude des pollens, ce qui permet de connaître l'alimentation, par exemple, des gens à une époque donnée. Voilà. Alors, tout le reste, je vous conseille la lecture de ce livre. Alors, une discipline essentielle pour les historiens, bien sûr, c'est la paléographie. Comment voulez-vous étudier le passé sans pouvoir lire les écritures du passé? Les écritures ont une histoire, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Les écritures les plus difficiles, à mon sens, ce sont des écritures du XIVe au XVIIe siècle. Avant le XIVe siècle, vous avez des écoles dans les abbayes, où tout est, comment dirais-je, où on écrit de manière vraiment presque calibrée, formatée, suite à la réforme carolingienne, à la Renaissance carolingienne, on utilise la Caroline. Il vous est plus facile de lire un document du Xe ou du XIe siècle que de lire un document du XVIIe siècle. Ça paraît curieux, mais les écritures, l'écriture gothique, à partir du XIVe, XVe, sont des écritures beaucoup plus difficiles à lire. Donc, on vous explique tout ceci dans un ouvrage classique, celui du chanoine Reusens, donc éléments de paléographie, qui a été réédité à Louvain-Bruxelles en 1963, mais comme vous voyez, la date initiale, c'est 1899. Donc, l'ouvrage initial a plus d'un siècle. Je vous montre quelques... Voilà, vous voyez, dans cet ouvrage, vous avez comme ça des documents, voilà, d'époque, des documents d'époque, et vous avez en regard la transcription. Donc vous avez toute une série d'exercices là-dedans. Alors, vous avez des exercices de résolution. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les exercices qu'il y a dedans, bien entendu, mais vous avez donc, on vous explique, voilà, comment lire les documents. Vous voyez, mais ici c'est une écriture évidemment très facile. Vous voyez cette miniature, je crois que c'est justement un scribe, dans un scriptorium. Oui, voilà, c'est justement un moine qui est en train d'écrire dans un scriptorium avec la transcription en face. Mais évidemment, ça c'est un texte hyper lisible. Et vous avez évidemment des textes beaucoup plus difficiles à lire. Alors, un ouvrage du même style consacré au Moyen-Âge, celui de Jacques Stinon dans la collection U. Il était professeur à l'Université de Liège. Alors, pour les temps modernes maintenant, je vous dis, il est souvent plus difficile de lire des documents même certainement des documents du XVIe, XVIIe siècle que des documents du Xe, du XIe, XIIe siècle. Alors, vous avez l'ouvrage de Gabriel Audizio et d'Isabelle Baudot-Rambaud, Lire le français d'hier, toujours dans la collection U Charmant-Collin, Manuel de paléographie moderne, 15e, 18e siècle. Dans cet ouvrage, vous avez donc de nombreux textes avec en regard leur transcription dans notre écriture. Ça va? Voilà, alors je vous montre quelques exemples. Vous voyez que ce n'est pas toujours évident. Les écritures, là c'est une écriture de 1620. Regardez, par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure. Et vous avez en face, donc, la transcription. Oui, mais c'est des documents comme ceux-là que les étudiants d'histoire ont en première licence à l'université. Donc, on a des documents comme ça, et à l'examen, il faut tout retranscrire en écriture. Voilà. Et alors ici, c'est encore un document où il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de trou. Donc, vous avez tous des documents comme ça. Voilà. Encore un document ici. Donc, c'est un document qui date de quand? On essaie de trouver la date. Elle n'est pas indiquée. C'est un document du XVIe siècle. Voilà. Voilà, avec la transcription en face. Alors, pour nos régions en particulier, vous avez l'album paléographique des 17 provinces. Vous savez que c'est ainsi que
l'on appelait nos régions, hein, en tout cas au XVIe siècle, hein, à l'époque où la Belgique et ce qui va devenir les Provinces-Unies étaient réunies, hein, dans les Pays-Bas justement. Cet ouvrage est dû à Cornelis Decker, Roland Battens et Suzanne Deschamps, publié chez Brepols. Vous vous souvenez, cet éditeur dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. C'est un ouvrage un peu lourd même, parce que c'est du papier glacé à l'intérieur, de très beau papier. Alors je vous montre quelques exemples. Ce sont nouveau des exercices pratiques. Donc c'est un manuel d'exercices pratiques. Hein, voilà. Alors vous avez de nouveau chaque fois le texte et en face, ça, la résolution de l'écriture. Je vais encore vous en montrer quelques spécimens. Je prends les feuilles au hasard, hein, puisque vous avez ça partout. Hein. Alors, même chose ici. Là, c'est un document en néerlandais, hein, de 1565. Donc, sur la page de droite, donc, l'écriture, le document d'époque, original, et sur la page de gauche, sa transcription. Donc, les résolutions en graphie moderne. Peut-être un. Alors en latin, cette fois, il date de 1318. Alors ce qu'il faut savoir quand vous avez des documents de cette période-là, hein, enfin du Moyen-Âge ou des temps modernes, il y a donc un certain nombre de résolutions qui peuvent se faire assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a des systèmes d'abréviation. Hein. Il y a des lettres qui sont suscrites, des lettres qui sont souscrites. Par exemple, quand vous voulez écrire quidem en latin, qui veut dire certes, eh bien, vous allez avoir quid, et puis alors au-dessus du E, vous allez avoir une petite barre, par exemple, qui signifie le M. Enfin, c'est des abréviations. Vous-même, quand vous prenez des notes au cours, hein, vous abrégez certains mots. Ça va? Et donc, il y a toute une série de lettres comme ça qui sont facilement identifiables. Alors, maintenant, on va passer à la diplomatique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la diplomatique, c'est l'étude de la forme des actes. C'est une discipline qui a été créée, inventée par Dom Mabillon, qui était un bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, qui, en 1681, publie un De Re Diplomatica, c'est-à-dire à propos de la chose diplomatique, où il veut travailler justement sur ces diplômes et il va, comment dirais-je, montrer comment on peut voir si un acte est vrai ou faux, s'il est authentique ou pas authentique, etc. Où il va expliquer également des rudiments de sigillographie, c'est-à-dire d'étude des sceaux, et tous les rudiments dont on a besoin quand on fait de la diplomatique, en particulier l'héraldique également, qui est l'étude des blasons. Hein, qui permet, dans un tournoi par exemple, de savoir qui est qui, mais qui permet également de connaître les alliances entre les familles, parce que lorsque dans le blason, on pouvait réunir des éléments de deux familles illustres. Alors, je voulais vous montrer un ouvrage que j'ai acheté il y a bien longtemps, et qui maintenant coûterait très très cher, un des premiers ouvrages de diplomatique. Oui, quand je vous dis que Mabillon crée la science diplomatique en 1681, en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que les Belges vous diront volontiers que, enfin les érudits, que c'est en fait un bollandiste, autrement dit un jésuite, qui dès 1675 a inventé la diplomatique pour démontrer justement qu'un certain nombre d'actes émanant de la congrégation de l'ordre des bénédictins étaient des faux, et donc Mabillon n'a fait que répliquer, c'était une réponse, lorsque 6 ans plus tard, il publie son De Re Diplomatica. Et ce jésuite s'appelle Van Papenbroek, ou Papenbroecus en latin. Hein, c'est donc dans le tome 2 des Actes d'Avril, des Acta Sanctorum, qu'il fait la démonstration de ce que c'est qu'un faux, justement, les faux chez les bénédictins. Alors, ici, je vous montre un ouvrage que j'ai acheté, je vous ai dit, il y a bien longtemps, de Gatterer. Alors, Gatterer, c'est
le directeur du premier institut d'histoire à l'université de Göttingen en Allemagne. Et tenez-vous bien, cet ouvrage date de 1765, donc il y avait déjà un institut d'histoire à Göttingen à cette époque-là. Institut royal d'histoire. Alors, moi, si j'ai acheté cet ouvrage à l'époque, c'est parce que, le texte est en latin, c'est parce qu'il y a beaucoup, à la fin, il y a toute une série d'annexes qui résolvent justement toute une série de difficultés. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes de ces annexes. Ici, par exemple, voilà. Je vais vous en montrer encore une ou l'autre. Alors, quelques ouvrages de diplomatique classiques. C'est d'abord la diplomatique royale française, qui date de 1962, de Georges Tessier, qui était un grand diplomatiste français, qui enseignait à l'école des Chartes. Un ouvrage plus récent d'Olivier Guyot-Janin, qu'on a déjà rencontré tout à l'heure, chez Brepols, l'atelier du médiéviste, donc le numéro 2 dans cette série-là, diplomatique médiévale. C'est ce qu'on appelle plus couramment le Piquetoc, du nom des deux autres auteurs qui ont travaillé avec lui. Alors oui, ce qu'il faut... Oui, alors un petit ouvrage, un petit que sais-je, classique, La diplomatique de Georges Tessier, qui est un ouvrage général. Je ne sais pas s'il est réédité en que sais-je, mais en tout cas, à l'époque, c'était un excellent ouvrage. Alors, je vais peut-être vous montrer quelques sceaux maintenant. Alors, les sceaux font partie d'une discipline que l'on appelle la sigillographie. Ça vient du mot sigillum, qui veut dire sceau, justement, en latin. En grec, il y a un autre mot, qui est là, on utilise là le terme la sphagistique. Ça va? C'est un autre mot, mais qui veut dire exactement la même chose que sigillographie. Vous vous souvenez peut-être de ce sigillographe avec une longue barbe blanche et des cheveux blancs et des petites lunettes. Il y avait deux frères, deux jumeaux, l'un qui était myope et l'autre pas, dans le sceptre d'autocar de Tintin. Ça vous dit peut-être quelque chose. Il y en a un qui simulait justement être l'autre et qui va trouver le moyen justement d'évacuer le sceptre d'autocar avec un lance-projectile à travers les barreaux de la forteresse royale. Voilà, c'est un sigillographe justement. Alors je vous montre un certain nombre de sceaux qui se trouvent ici. En fait, vous avez ici des sceaux du XIIIe siècle essentiellement. Oui, essentiellement, il y en a peut-être, oui, je vois qu'il y en a un ici du XVe siècle, mais essentiellement des sceaux du XIIIe plus du XVe siècle, qui sont des sceaux religieux. Alors, je vous en montre quelques-uns, je mets ici, pour que vous les voyez mieux. Alors, les sceaux, c'était des pièces en cire qui, comment dirais-je, ou plutôt, non, c'était des pièces en métal que l'on enfonçait dans des pièces en cire pour authentifier un document en bas de celui-ci. Donc, il y avait un ruban, et c'était la cire était, comment dirais-je, fondue sur le parchemin, et c'était donc ce sceau qui, enfoncé dans la cire, permettait de l'authentifier.
Ça va? Souvenez-vous la différence que je vous ai expliquée. Authentifier ne signifie pas vrai. Une abbaye peut, dans un acte dont le contenu est faux, chercher à l'identifier. Voilà. Ici, vous avez en face des sceaux qui datent pour la plupart également du XIIIe siècle et qui sont en fait des sceaux, eux, qui émanent d'une autorité civile. Voilà. Alors, un ouvrage maintenant qui concerne l'étude des manuscrits et qui est dû à Jacques Lemaire, que vous connaissez sans doute parce qu'il présente l'émission La pensée des hommes, le samedi matin, sur la une. Introduction à la coditologie. C'est un professeur de philologie romane qui est émérite maintenant à l'Université libre de Bruxelles. Alors, la cartographie est évidemment un moyen pour identifier, pour se repérer un petit peu mieux dans les terroirs d'avant la Révolution française. Ici, j'en ai apporté quelques-uns qui sont tirés de la carte du cabinet des Pays-Bas autrichiens du comte de Ferraris. Elle date de 1776, sauf erreur de ma part. Elles viennent d'être rééditées. Alors là, c'est un gros paquet que vous pouvez commander d'ailleurs. Elles ont été rééditées récemment et ça couvre toute la Belgique, au prix de pratiquement 150 euros. 150 euros. Je vous montre une carte de Ferraris. Donc, ce que je viens de vous montrer, ce sont des cartes de la forêt de Soignes. Vous imaginez, ça date du XVIIIe siècle, donc ça a 235 ans, quelque chose comme ça. Alors là, c'est Watermal, à Bruxelles. Alors c'est intéressant parce que ça nous permet de voir que Watermal était encore vraiment un village. Bien entendu, à cette époque-là, on peut voir où il y avait des églises, où il y avait des chemins à l'époque. Ça intéresse en partie, ça peut intéresser, entre autres choses, les marcheurs, puisque c'est la forêt de Soignes, de voir les anciens chemins qui existaient. Voilà. Ici, vous avez Reuzerbroek, que ceux qui montent sur l'autoroute avant de venir à Nivelles partant de Bruxelles connaissent bien. Voilà. On va tout vous montrer. Braine-l'Alleud. Oui, Braine-l'Alleud, je vous ai dit que Braine-l'Alleud. Braine, c'est le nom de la rivière, et l'Alleud signifie propriété privée qui ne dépend pas d'un seigneur, sous l'Ancien Régime au Moyen-Âge, etc. etc. Bon. Alors, un ouvrage qui me semble important de vous montrer, ce sont les plans en relief de villes belges, levés par les ingénieurs français, militaires français, du XVIIe au XIXe siècle. Alors avant, on pouvait les voir au musée des Invalides, et maintenant je crois que c'est à Lille. Il y a un musée qui garde justement toutes les maquettes qui ont été dressées depuis l'époque de Vauban. Vous savez que Vauban, lorsqu'il a construit de nombreuses forteresses, pensez en particulier à Charleroi, Namur, des villes qui ont été fortifiées avec un plan en étoile. Et donc, à cette époque-là, de nombreux, de nombreuses maquettes ont été dressées. Donc, ce qui nous permet de savoir exactement où se trouvaient les rues, les maisons. À cette époque-là, vous imaginez quel travail de fourmi a été fait à cette époque-là. Et alors, pour chacune des cartes, ici, vous avez chaque fois un transparent qui est mis juste au-dessus. Voilà, et qui permet d'identifier, grâce à la légende qui se trouve en dessous de la carte, quels étaient donc les différents bâtiments. Alors, je vous montre les deux ensemble pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc vous avez des tas de maquettes ici dedans, enfin c'est formidable évidemment.
pour qui s'intéresse à l'histoire des villes anciennes, et c'est censé, si vous voulez, préparer une excursion surtout. Oui, je ne vous ai pas parlé des monnaies et des médailles. Oui, alors, pour les monnaies, hein, il y a une discipline qui s'appelle la numismatique. La numismatique, oui. Alors la numismatique, c'est donc cette discipline qui étudie les monnaies, mais pas seulement dans le fort, mais je vous ai déjà dit que les monnaies ont beaucoup d'intérêt, pas seulement pour l'histoire de l'art, éventuellement, hein, mais pour l'histoire des mentalités. Ça permet de fixer des chronologies, de connaître la succession des hommes politiques, mais c'est très important également pour l'histoire économique, parce qu'en fonction du titre de la monnaie, c'est-à-dire la proportion d'or, d'argent, enfin de métal précieux, par rapport au poids, eh bien, on peut voir s'il y a eu une tentative de déprécier une monnaie, de la dévaluer, enfin, de la part de l'autorité qui émet la monnaie, justement. C'était le cas de Philippe le Bel, qui était le roi faux monnayeur, hein, qui, récupérant les monnaies sur le marché, en faisait de nouvelles, mais il en faisait beaucoup plus, puisqu'il mettait du métal vil à l'intérieur. Alors, quelques ouvrages maintenant sur l'histoire, je dirais, sur les autres méthodes de l'histoire. Alors, un ouvrage, Faire de l'histoire, nouveaux problèmes, nouvelles approches, nouveaux objets, c'est un ouvrage classique publié en 1974, de Guillaume et Poussou, Démographie historique chez Armand Collin, La quantification de l'histoire sous la direction de Kurgan et Moureau aux éditions de l'Université de Bruxelles, de Régine Robin, Histoire et linguistique, chez Armand Collin, La psychohistoire de Jacques Saluta, Introduction à la psychohistoire de Rudolf Bignon, Histoire et psychanalyse de Saül Friedlander, au Seuil, Histoire, expérience du moi, en fait, c'est le nouveau Histoire et psychanalyse d'Alain Besançon, qui étudie entre autres les rêves de Dostoïevski. Michel de Certeau, Histoire et psychanalyse entre science et fiction. L'absent d'histoire, du même Michel de Certeau. Alors, un ouvrage publié par l'Université libre de Bruxelles, Histoire et méthode. Il y a un article d'une quarantaine de pages très important de Claire Vilaine et Christian Dupont sur l'utilisation des méthodes de la théorie marxiste pour l'étude du Moyen-Âge. Un article intéressant aussi de Roland Craé sur l'étude des imprimés anciens. Il y en a aussi sur l'usage des politiques pour l'histoire des démographies de Jean-Pierre Devroy, entre autres choses. Alors, de Schlichter, Van Baat, Geschiedenistheorie en Praktijk. Aujourd'hui, l'histoire aux éditions sociales, un ensemble d'articles importants. Alors, Le Goff à la recherche du Moyen-Âge. De Le Goff, c'est un recueil d'articles pour un autre Moyen-Âge. De Lucien Febvre, Combat pour l'histoire. Fernand Braudel, Écrit sur l'histoire. Si je vous montre tous ces ouvrages, c'est parce que vous y trouvez des méthodologies particulières. Le territoire de l'historien 1 et 2. Et enfin, de Alain Corbin, Historien du sensible à la découverte. J'ai dit.